Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Ramata Maïga Koulibaly, président du collectif des Maliens de France pour la paix, et de nos éditorialistes Malik Acha et Jean-François Kandji-Kombe. Comme en 2006, le Cameroun est une fois de plus victime de la grippe aviaire. Plusieurs régions sont déjà atteintes et les conséquences se font ressentir. À Yaoundé, les pertes sont estimées à près de 66 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. La filière avicole camerounaise est victime depuis quelques semaines d'une épizootie de grippe aviaire. La maladie a déjà entraîné de lourdes conséquences dans la ferme avicole de Vogbeti à Yaoundé où les premiers cas ont été signalés. Plus de 33 000 poulets ont été tués. Un manque à gagner estimé à environ 66 milliards de francs CFA. Des pertes inquiétantes pour l'interprofession avicole du Cameroun qui envisage le pire à cause de l'apparition de la maladie dans les autres régions du pays. Les conséquences seront très graves. Moi, je suis certain. D'autant plus que je dis que le plus grand pôle de production, le plus grand bassin de production, qui est la région de l'Ouest, qui regorge en son sein plus de 60% du cheptel au Cameroun. Surtout en poule pondeuse, plus de 60%. Donc ce bassin est affecté. Et le bassin du centre qui regorge le plus grand nombre de poulets de chair au Cameroun et qui est également le plus grand pôle de consommation au Cameroun est affecté. Donc Yaoundé, dont le département de Froundi est affecté. Donc on s'attend à des pertes énormes. Depuis l'apparition des premiers cas de grippe aviaire, des mesures ont été prises par le gouvernement pour endiguer l'épizootie. Dans la région du littoral, le ministère des Pêches et des Industries animales, en collaboration avec l'interprofession avicole, a organisé ce mardi un séminaire de renforcement des capacités des éleveurs en biosécurité des élevages afin de les outiller sur les moyens de prévention et de gestion de la crise. En outre, des barrières sanitaires ont été instaurées entre les zones infectées et la région du littoral. Le gouverneur de la région a pris un arrêté qui interdit l'entrée des produits, d'abord de volailles et des autres produits, des zones qui sont infectées. Et nous connaissons les zones qui sont infectées. Nous avons donc, en application à cet arrêté, mis en place des barrières sanitaires au niveau des entrées de la région. Dans ces barrières sanitaires, nous contrôlons justement l'origine de tous les produits qui rentrent, de telle manière que lorsqu'ils proviennent des zones qui sont infectées, tout ce que nous faisons, c'est que nous les refoulons. Avec une contribution de 1% au PIB, le secteur avicole est l'un des piliers de l'économie camerounaise. Avec 15 milliards de francs CFA, il couvre 14% des besoins de la population en protéines animales. Pour 2016, l'interprofession avicole du Cameroun avait prévu une production de 50 millions de poulets, un objectif qui ne sera pas atteint à cause de la grippe aviaire. Malik, c'est la seconde fois que le Cameroun est victime de la grippe aviaire. Est-ce que ça signifie que les mesures sanitaires de prévention ne sont pas suffisantes ? Je serais mitigé, Fanny, parce qu'il y a eu des cas aussi de grippe aviaire dans des pays qui ont des structures sanitaires beaucoup plus renforcées. Donc je ne vais pas blâmer les autorités du Cameroun sur ce cas-là. Je pense qu'il y a eu au contraire une bonne réactivité. Il y a eu l'arrêt de la commercialisation du poulet, de la volaille plutôt, excusez-moi. Donc oui, effectivement, je dirais plutôt qu'il y a une réactivité des autorités. Maintenant, le H5N1, c'est une maladie qui est difficilement contrôlable. Hein. Il faut prendre des mesures strictes. Je pense qu'elles ont été prises, mais il faudrait plutôt une veille sanitaire qui soit régionale, une collaboration avec les pays frontaliers qui soit plus efficiente. Parce que vous savez que c'est une épidémie qui traverse les frontières. Et donc parfois, il y a même si le bassin de production se trouve au Cameroun, parfois vous avez aussi des éléments externes qui proviennent d'autres pays qui peuvent justement être à l'origine, par exemple, de foyers de grippe aviaire. Donc je pense qu'il faut une véritable concertation sur le plan régional et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais je suis plutôt optimiste parce qu'il y a quand même une concertation entre le secteur agricole, les travailleurs, les organismes justement sanitaires pour permettre de mettre fin à cette grippe aviaire. Bien évidemment, le volet prévention auprès de la population, c'est très important. Mais je pense qu'il y a quand même une organisation qui s'est mise en place. Jean-François, est-ce que la filière avicole vous semble sérieusement menacée dans ce cas ? Ah oui, bien sûr. Au Cameroun, pas seulement au Cameroun, je pense même en Afrique centrale d'une manière générale, parce que nos habitudes alimentaires ayant un peu bougé depuis ces dernières décennies, à n'importe qui, quand vous demandez, quand on vous parle de poulet braisé, avant on ne mangeait pas tant de poulet, maintenant ils sont faits beaucoup, c'est une base alimentaire de l'alimentation dans cette région-là du monde. Par voie de conséquence, les effets vont se répercuter dans toute l'Afrique
centrale. Et comme le rappelait tout à l'heure Malik, c'est une maladie, l'épizootie, qui ne connaît pas la frontière. Donc il peut passer très très rapidement. Il y a même, je crois, des sources qui nécessitent une vigilance plus particulière, très particulière, notamment vis-à-vis des poulets importés. Parce qu'il est vrai qu'on en produit beaucoup au Cameroun, on en produit beaucoup en République centrafricaine, au Congo, mais il est vrai aussi qu'en même temps, il y a une quantité à peu près équivalente qui est importée, et qui est importée souvent dans des conditions de sanitaires assez douteuses. Donc il faut aussi surveiller cela, parce que ça peut venir de l'autre côté du continent, voire de l'autre côté du monde, par des circuits non contrôlés. Et c'est peut-être une des sources de la déclaration de cette maladie au Cameroun. Quand vous posiez tout à l'heure la question de savoir si les circonstances locales étaient de nature à pousser à ça, il faut vraiment tout surveiller. Et bon, ce que on espère, c'est que cette phase-là passe un peu rapidement quand même pour que l'activité reprenne et que nous puissions continuer à offrir des poulets braisés qui soient sains. Merci. Les prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne sont revues à la baisse. La Banque mondiale table désormais sur une croissance moyenne de 2,5% en 2016 contre 4,2% espéré en janvier 2016. L'institution justifie cette baisse par la chute des prix des matières premières et un durcissement des conditions de financement. Oumou Kalesumba. La Banque mondiale revoit à la baisse les perspectives de croissance 2016 de l'Afrique subsaharienne. En effet, l'institution financière internationale avait prévu un taux avoisinant 4,6% en janvier. Aujourd'hui, elle table sur un taux de 2,5%. En Afrique du Nord, le recul est assez fort puisque la perspective de croissance passe à 2,9% contre 5,1% en janvier 2016. Cette contre-performance est due à la baisse des cours mondiaux du pétrole brut et au recul des prix des matières premières. Beaucoup de recommandations qui ont déjà été faites, notamment aux pays fortement exposés aux produits de base, n'ont pas forcément été suivies. Je pense par exemple au fait de décorréler les budgets des États locaux des matières premières en question. Naturellement, au Nigeria, c'est une économie quand même qui commence et qui est déjà même, on va dire, suffisamment diversifiée, mais les ressources budgétaires de l'État sont extrêmement concentrées sur la ressource pétrolière. Donc, à la moindre chute du cours du brut, c'est tout de suite le budget de l'État qui prend un coup et à court terme, cela vient freiner tout de suite la capacité de l'État à investir dans son économie. Plusieurs pays africains dont l'économie est diversifiée subissent moins l'impact du recul des cours du brut. Des États africains importateurs de pétrole, notamment l'Éthiopie, le Rwanda, la Tanzanie et les pays membres de l'UEMOA ont toutefois enregistré une forte croissance. Relever les cours est compliqué, mais dans le court terme, ce qu'il faut faire pour solutionner définitivement cette crise, c'est de porter des choix stratégiques de développement sur des filières porteuses et à la fois inclusives, porteuses de croissance mais aussi inclusives pour qu'au moins la grande masse tente aussi ce taux de croissance. Contrairement à la Banque mondiale, le Fonds monétaire international entrevoit de meilleures perspectives de croissance en 2017. L'institution de Bretton Woods prévoit en Afrique subsaharienne un taux de 4% contre 3,3% pour l'Afrique du Nord. Malik, que pensez-vous de cette révision des prévisions de croissance ? Écoutez, Fanny, comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi, l'Afrique subsaharienne, c'est trop vaste comme échelle. Donc, je pense qu'il faut résumer en échelle régionale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. C'est plutôt comme ça qu'il est plus intéressant d'examiner les situations économiques que dire l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, c'est pratiquement les 90% des pays africains. Donc, difficile de parler de croissance sur cette échelle globale. Donc, effectivement, si on prend cette échelle, oui, ce n'est pas étonnant. Des pays, justement, qui sont exportateurs de pétrole qui subissent les contre-coups du baril, de la baisse du prix du baril. Effectivement, beaucoup d'économies qui sont sur la base de cette industrie extractive, des minerais. Donc effectivement, le manque de diversification dans certains pays fait qu'aujourd'hui, certains États se trouvent avec des croissances qui tournent autour de 3, 2%, 4%. Et effectivement, quand on voit la potentialité de nos États africains, ce sont des États, et je le dis toujours,
qui peuvent avoir des taux de croissance à 2 chiffres. Dans la quasi-totalité de nos États africains peuvent parvenir à un taux de croissance à 2 chiffres. Si l'économie était diversifiée, parce que nous avons un continent qui est en pleine croissance, une société civile, on en parlait, qui est dynamique, une population qui consomme davantage. Et donc il faudrait véritablement une bonne gouvernance à la tête de nos États. Il y a des pays qui ont réussi, qui ont démarré de rien. Je pense au Rwanda, par exemple, qui fait partie aussi de l'Afrique subsaharienne. Mais la diversité est telle qu'on ne peut pas résumer encore une fois à cette échelle. Jean-François, vous êtes d'accord, on ne peut pas englober tous les pays dans cette tendance à la baisse? Oui, totalement d'accord avec l'analyse très pertinente de Malik. J'y ajouterai simplement que dans l'Afrique subsaharienne, juste un clin d'œil, nous avons un phénomène qui est un phénomène de connexion absolue de l'économie à la politique. Il n'y a pas de déconnexion comme on le voit ailleurs. Or, il se trouve que ces derniers temps, nous avons eu une série d'élections, d'événements politiques qui neutralisent d'une certaine manière le pays, qui ont fait en sorte que les pays se sont arrêtés pendant un an et demi. Et vous pouvez dérouler tout cela sur le nombre de pays que nous avons discuté ici, enfin examiné ici autour de ce plateau. C'était juste ce clin d'œil que je voulais ajouter à l'analyse de Malik. Mais bon, l'échelle ne permet pas de dire des choses très intéressantes et très très précises. Même la Banque mondiale ne le peut pas à cette échelle-là. Et tout de suite, notre chiffre du jour. La Centrafrique reprend officiellement l'exportation de diamants avec un stock de 3703 carats. Et ce, 1 an après la levée de l'embargo international en vigueur entre 2013 et 2015. Jean-François, on connaît les polémiques qu'il y a autour du diamant centrafricain. Est-ce que c'est quand même une bonne chose que l'exportation reprenne ? C'est une bonne chose que l'exportation reprenne à un moment de la vie de la République centrafricaine où nous avons eu le rétablissement par les élections démocratiques des institutions. Nous avons un démarrage de ces institutions et d'ailleurs il y a eu la présentation par le gouvernement, je crois, de la déclaration de politique générale hier. C'est bien que les choses reprennent un peu leur cours. Mais j'observe quand même que l'embargo a été levé sur le diamant, s'agissant d'une ressource qui est dans une grande partie du territoire, mais où ces portions de territoire sont encore aux mains des bandes armées. On libère le commerce au profit de qui ? Au profit des bandes armées pour qu'ils continuent à s'alimenter pour acheter des armes ? Pendant ce temps-là, on ne désarme pas, et pendant ce temps-là, je rappelle, l'embargo sur les armes à destination de l'armée centrafricaine est maintenu par le Conseil de sécurité. Donc voilà le contexte général qui fait que ce qui est un acte, ce qui en soi est un acte intéressant pour l'économie centrafricaine, prend des tournures qui conduisent au moins à s'interroger. Malik, on ne peut pas encore être sûr que ce ne soit pas des diamants de sang finalement. Effectivement, et on dit, je parle sous le contrôle de Jean-François, on dit que le diamant n'a jamais fait véritablement le bonheur des Centrafricains parce que effectivement, Jean-François, pardon, a très bien expliqué la situation. Effectivement, donc dès lors on peut se réjouir, voilà, d'une exportation, d'une production de diamants et de cette exportation à l'étranger qui peut potentiellement ramener des devises au pays, mais effectivement, à la base, c'est quoi? C'est la sécurisation des sites, c'est la sécurisation aussi de l'acheminement du diamant. On ne sait pas si entre le lieu où est extrait le diamant et son exportation, s'il n'y a pas ces problèmes justement de corruption, de bandes armées. Et c'est une filière qui doit être justement surveillée de près. Donc effectivement, il ne faut pas que cet appétit pour la relance économique nous fasse oublier les impératifs de sécurité. Voilà. Jean-François, dernier point, est-ce que la levée de l'embargo, est-ce que la reprise des exportations peut permettre de juguler quand même la contrebande? Je ne crois pas. C'est plutôt le mouvement inverse qui aurait dû être suivi, c'est-à-dire juguler d'abord, se donner les moyens de pouvoir juguler le trafic avant d'autoriser, l'exportation, l'exploitation et l'exportation, parce que le fait, et ça c'est un simple fait,
plus de 70% du territoire français est encore sous le contrôle des bandes armées. Et les bandes armées n'ont pas choisi, ils ne sont pas idiots, hein, ils n'ont pas choisi n'importe où. Ils ont choisi les lieux d'extraction du diamant, de l'or, des lieux où se trouve le pétrole, etc. Ils ont choisi ces lieux-là. Donc, si aujourd'hui le commerce, et il y a du commerce licite, mais ce commerce licite, il est très marginal. La question, véritablement, dans le cadre du processus de Kimberley, c'est de savoir, sur la quantité de diamants centrafricains qui part à l'exportation, combien provient de ces zones-là? Est-ce qu'on a les moyens de faire de la traçabilité du diamant qui est vendu vers le lieu de production? C'est toutes ces questions-là qui se posent, et c'est toutes ces questions-là auxquelles doit s'affronter le gouvernement de République centrafricaine. Autant dire qu'il y a du pain sur la planche. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacrée au Mali. Madame Coulibaly, merci d'avoir été avec nous. Si, je vous prie, Fanny. Merci, c'est avec plaisir. Merci à vous. Je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance. Quelque chose à la corde. C'est la clé. Tout à fait. Malik, merci également. Merci Fanny d'avoir débattu du Mali et d'avoir été avec Jean-François. Et Jean-François, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, comme c'est la première fois, une pensée particulière pour nos amis qui font le ramadan. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.